Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des itérables et des itérateurs. Et on va commencer par les itérables. Les itérables, ce sont simplement des objets qui peuvent être parcourus, notamment dans une boucle. Alors au cours de cette série, on a vu de nombreux objets qui sont des itérables. C'est le cas par exemple des listes. Mais ça va être également le cas des tuples. Et par exemple, c'est aussi le cas pour les ensembles. Tous ces objets, ils ont comme point commun qu'on peut les utiliser dans une boucle. Par exemple, on va pouvoir boucler sur les éléments qui composent notre liste. Et à chaque itération, simplement, on va venir afficher dans le terminal l'élément sur lequel on est en train d'itérer. On va pouvoir faire la même chose avec les couleurs qui composent notre tuple. Et pareil, on va pouvoir également boucler sur les températures qui sont présentes dans notre ensemble. Alors pour qu'un objet soit considéré comme un itérable, il va falloir qu'il respecte un certain protocole. Il va falloir que cet objet possède, parmi ses méthodes, la méthode magique itère pour itération. Et c'est grâce à cette méthode magique que l'on va pouvoir utiliser l'objet en question dans une boucle. Alors on peut aller regarder par exemple la liste des méthodes associées à notre tuple. Pour ça, on utilise la fonction globale dir que l'on avait vue dans la première vidéo de la série. On exécute le script et on voit que effectivement parmi les méthodes, on a bien la méthode magique itère. Donc le tuple respecte le protocole des itérables et c'est grâce à cette méthode itère que l'on peut utiliser les tuples dans des boucles. On va faire la même chose pour notre ensemble. Et à nouveau, on a bien, parmi les méthodes, la méthode magique itère. Les ensembles sont bien des itérables et on peut les utiliser dans des boucles. Alors en réalité, on va pouvoir également utiliser un autre protocole pour les itérables. Il va suffire qu'un objet fournisse une implémentation pour la méthode magique getItem pour que cet objet soit considéré également comme un itérable. On va montrer un exemple. On va reprendre ce que l'on avait vu dans la deuxième vidéo de la série sur la programmation orientée objet, dans laquelle on avait parlé des méthodes magiques. On va définir une classe pour créer des objets qui sont des points. On va venir rajouter la méthode init. On va créer des attributs pour les coordonnées. Et on va fournir une implémentation pour la méthode magique getItem. En deuxième paramètre, on va prendre l'index. Si l'index vaut 0, on va venir retourner la première coordonnée. Si l'index vaut 1, on va retourner la deuxième coordonnée. Autrement, on va lever une erreur d'index. Et au niveau du message, on va dire index hors de portée. Donc cette méthode magique getItem, en premier lieu, elle sert pour utiliser la syntaxe des index. Par exemple, on va créer un objet point. Et comme on a implémenté la méthode magique getItem,
on peut utiliser la syntaxe d'index sur les objets points et récupérer les coordonnées par leur index. Mais grâce à cette méthode magique, eh bien, on va pouvoir également considérer les objets points comme des itérables. Et donc, on va pouvoir utiliser les objets points également dans des boucles. Et comme ça, on va récupérer dans la boucle les coordonnées. On va pouvoir maintenant parler des itérateurs. Les itérateurs, ce sont des objets qui conservent leur état de parcours et on va pouvoir utiliser avec ces objets la fonction globale next. Alors au cours de la série, on a vu différents exemples d'objets qui sont des itérateurs. C'est le cas par exemple des objets que l'on obtient lorsque on utilise le constructeur zip. Pareil, lorsque on va utiliser le constructeur enumerate, ça va nous retourner un objet qui est un itérateur. Et également, lorsque on va ouvrir un fichier, on va obtenir un itérateur. Alors le point commun entre tous ces objets, c'est que on va pouvoir utiliser la fonction globale next avec ces objets. Si par exemple on passe l'objet obtenu à partir du constructeur zip dans la fonction next, on va récupérer la première paire croisée entre notre liste et notre ensemble. Si on utilise une deuxième fois la fonction next sur cet itérateur, on va obtenir la paire croisée suivante, et ainsi de suite. Si on exécute la fonction next une troisième fois, on obtient la troisième paire croisée. On va pouvoir faire la même chose avec notre deuxième itérateur. Et on voit que ici, on obtient les trois premiers tuples de notre itérateur avec en premier élément l'index et en deuxième l'élément de la liste associée. Alors notez au passage que si on vient utiliser 5 fois la fonction next alors que notre liste ne contient que 4 éléments, on devrait tomber sur une erreur. Effectivement, on a une erreur stop iteration puisque on a parcouru trop d'éléments par rapport au nombre d'éléments présents dans la liste qui est utilisé par le constructeur enumerate. On va pouvoir également faire la même chose avec notre fichier. On exécute le script et ici on obtient les trois premières lignes du fichier puisqu'on a utilisé 3 fois la fonction next. Alors comme pour les itérables, les itérateurs vont devoir respecter un certain protocole. Il va falloir que ces objets possèdent à la fois la méthode magique iter et également la méthode magique next. Alors on peut aller regarder par exemple les méthodes associées à notre premier itérateur et on voit que on a bien effectivement la méthode magique iter et également la méthode magique next. Donc on a les deux méthodes magiques et on respecte bien le protocole des itérateurs. Et on peut faire la même chose pour, par exemple, le deuxième itérateur. Et on devrait retrouver normalement la méthode magique iter et également la méthode magique next. Alors notez au passage que comme on a accès à la méthode magique iter avec les itérateurs,
On va pouvoir utiliser également les itérateurs dans des boucles. Par exemple, on pourrait boucler sur les items de notre premier itérateur. On exécute le script, et ici on obtient un résultat qui peut paraître surprenant. On obtient seulement la dernière paire croisée de notre itérateur. Alors comment peut-on expliquer ce résultat? Eh bien c'est simplement parce que précédemment on a utilisé 3 fois la fonction next sur notre itérateur. Et comme on l'a dit, les itérateurs ce sont des objets qui conservent leur état de parcours. Et donc quand on vient utiliser la boucle for sur notre itérateur, en réalité il ne reste plus qu'un seul élément dans l'itérateur à parcourir. Ensuite, on peut remarquer également que on a la méthode magique next qui fait partie du protocole pour les itérateurs, et c'est grâce à cette méthode magique next que l'on peut utiliser la fonction next. Autrement dit, utiliser directement la méthode magique next sur un itérateur, par exemple le fichier, c'est exactement la même chose que d'utiliser la fonction globale next et de passer en argument l'itérateur. Ensuite, autre chose qu'il est important de noter, c'est que utiliser la méthode iter sur un itérable va retourner un itérateur. On se rappelle au niveau du protocole pour les itérables, il suffit que ces objets possèdent la méthode magique iter. Et lorsque on va utiliser la méthode magique iter sur un itérable, ça va nous retourner un itérateur. Alors on peut essayer. On va prendre par exemple la liste, qui est un itérable, et on va utiliser la méthode magique iter sur cet itérable. Et ça devrait nous retourner un itérateur. On va pouvoir afficher cet objet dans le terminal, et on voit qu'on a bien affaire effectivement à un objet qui est un itérateur. On peut aller regarder les méthodes associées, et on va pouvoir retrouver d'une part la méthode magique iter et également la méthode magique next. Et donc on va pouvoir utiliser la fonction globale next et passer en argument notre nouvel itérateur. Comme précédemment, si on vient utiliser 5 fois la fonction next en passant notre itérateur alors qu'il n'y a que 4 éléments dans l'objet, on tombe à nouveau sur l'erreur stop iteration. Et on pourrait faire la même chose par exemple avec notre ensemble qui est également un itérable. Alors au lieu d'utiliser directement la méthode magique iter, on pourrait utiliser la fonction globale iter. Et vous vous en doutez, cette fonction globale iter, elle peut être utilisée sur les objets qui implémentent la méthode magique iter. Donc elle va faire exactement la même chose. Cette méthode, elle va nous retourner un itérateur. Et ensuite, on pourrait à nouveau utiliser
la fonction globale next sur cet itérateur. Et on obtient les 3 premiers éléments de notre objet qui a été créé à partir de l'ensemble. Maintenant que on a bien compris comment fonctionnaient les itérables et les itérateurs, on pourrait se demander comment fonctionne la boucle for avec les itérables. Pour répondre à cette question, on va essayer de recréer rapidement la boucle for. Pour ça, on va s'appuyer sur un des itérables que l'on avait créé en début de vidéo. On va reprendre par exemple le tuple red, qui est constitué de 3 couleurs. Et on le sait, comme on a affaire à un itérable, on pourrait utiliser la méthode magique itère sur cet itérable. Ça fait partie du protocole. Et lorsque on utilise la méthode magique itère sur un itérable, ça nous retourne un itérateur. Alors d'ailleurs, on sait également qu'on pourrait utiliser directement la fonction globale itère et passer notre itérable en argument, et ça va faire exactement la même chose. Et lorsque on va utiliser soit la méthode magique ou soit la fonction globale itère, on va récupérer donc un itérateur. Et ensuite, pour recréer la boucle for, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser la boucle while. On va créer une boucle infinie. Donc, au niveau de la condition, on va mettre true. Cette condition, elle sera toujours vérifiée. Et ça va créer comme ça une boucle infinie. Et ensuite, on va utiliser un bloc try except. Comme on a réussi à récupérer un itérateur à partir de notre itérable, on le sait, sur les itérateurs, on peut utiliser la méthode magique next pour passer à l'élément suivant de notre objet itérateur. On sait également que on pourrait faire la même chose en utilisant la fonction globale next et en passant en argument notre itérateur. Et comme ça, on va récupérer à chaque fois l'item suivant. Comme on a affaire à une boucle infinie, on va récupérer les items les uns à la suite des autres. Et ensuite, simplement, ce que l'on va faire, c'est que on va rajouter un bloc except, et on se rappelle que lorsque on a parcouru tous les éléments d'un itérateur, lorsque on a épuisé un itérateur, on tombe sur une exception, stop iteration, et lorsque on va capturer cette exception, simplement on va sortir de la boucle avec un break. Et voilà comment on peut recréer la boucle for en utilisant un itérable et en récupérant l'objet itérateur associé. On exécute le script et on voit que ça fonctionne. Une autre question que l'on pourrait se poser à ce stade, c'est comment créer un itérateur. Et la réponse, ça va être qu'il va falloir respecter le protocole des itérateurs. Alors on va montrer un exemple en s'appuyant sur la suite de Fibonacci. C'est une suite mathématique dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur la mémorisation de la série sur JavaScript. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai également le lien vers cette vidéo. Toujours est-il que la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique qui commence par 0 et 1, et à chaque fois, pour obtenir la valeur suivante, il suffit d'additionner les deux valeurs précédentes. Donc ici, on prend 0 et 1, on additionne, et on obtient 1. Ensuite, 1 plus 1, on obtient 2. 2 plus 1, on obtient 3. 3 plus 2, on obtient 5. 5 plus 3, on obtient 8, etc. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va créer une classe Fibonacci, et avec cette classe, on va récupérer des objets qui vont être des itérateurs,
et qui vont nous permettre de parcourir la suite de Fibonacci. Et pour ça, simplement, il va falloir implémenter le protocole des itérateurs, autrement dit, il va falloir rajouter une méthode magique iter et également une méthode magique next. On va également rajouter un constructeur, on va rajouter un paramètre n qui va correspondre au nombre d'éléments de la suite que l'on souhaite récupérer. On va venir rajouter des attributs. On va créer des attributs A et B. Et au niveau des valeurs initiales, on va mettre les deux premiers éléments de la suite, 0 et 1. Et on va également rajouter un compteur que l'on va initialiser à 0 et qui va nous permettre à tout moment de savoir si oui ou non on a dépassé la valeur que l'on s'est fixée pour n, qui correspond au nombre d'éléments de la suite que l'on souhaite récupérer. Ensuite, on va définir la méthode magique iter. Et simplement ici, on va retourner notre objet, l'instance de la classe. Et ensuite, on va pouvoir définir la méthode magique next. On va commencer par récupérer la valeur de A. Et à chaque fois qu'on va venir invoquer la méthode magique next, ou bien la fonction globale next qui lui est associée, on va venir retourner cette valeur. Au départ, la valeur correspond à la valeur initiale de A, donc 0. Autrement dit, la première fois qu'on va invoquer la méthode magique next, ou la fonction globale next, on devrait récupérer 0, le premier élément de la suite. Et à chaque fois qu'on va venir invoquer la fonction next, il va falloir redéfinir la valeur pour A et pour B. Au niveau de la nouvelle valeur pour A, on va lui passer l'ancienne valeur de B. Et au niveau de la nouvelle valeur pour B, on va lui passer la somme de l'ancienne valeur de A et de l'ancienne valeur de B. Ensuite, à chaque fois qu'on va venir invoquer notre fonction next, il va falloir également incrémenter le compteur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter une condition. On va aller regarder si le compteur est supérieur ou égal à la valeur que l'on s'est fixée pour n. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on a parcouru tous les éléments de notre itérateur. Et donc, on va pouvoir lever une exception, stop iteration. Et là, comme on respecte bien le protocole des itérateurs, eh bien, lorsque on va venir créer un objet à partir de la classe, ici pour l'argument n, on va passer par exemple 20 pour obtenir les 20 premiers éléments de la suite. Eh bien, ici, on a affaire à un objet qui est un itérateur. Donc, on peut l'utiliser par exemple dans une boucle. On exécute le script et on obtient bien les 20 premiers éléments de la suite de Fibonacci. On commence bien à 0, donc tout fonctionne. Autrement, puisque on a affaire à un itérateur, on peut également utiliser cet itérateur avec la fonction globale next, qui va correspondre notamment à notre méthode magique next. Alors on pourrait créer un deuxième itérateur. Cette fois-ci, au niveau de la valeur de n, on va mettre 7. Donc ce nouvel itérateur, il aura seulement 7 éléments, et on pourrait le parcourir en utilisant la fonction globale next, et on vient passer à l'intérieur notre nouvel itérateur. On exécute le script,
et on obtient bien les 3 premières valeurs de la suite de Fibonacci. Si par contre, on vient utiliser plus que 7 fois notre fonction globale next sur ce nouvel itérateur, on devrait tomber sur une erreur. Effectivement, on obtient bien stop iteration, puisque on est allé au-delà du nombre d'éléments que contient notre itérateur. Alors, autre chose que l'on va pouvoir faire également avec les itérateurs, c'est créer des itérateurs infinis. Alors, on pourrait montrer un exemple avec notre suite de Fibonacci. On va venir copier la classe précédente et on va juste la modifier pour pouvoir créer des objets qui vont être des itérateurs infinis. On va venir se débarrasser du paramètre n. On n'a plus besoin non plus du compteur. Et au niveau de la méthode magique next, on va enlever la condition et la référence au compteur. Et comme ça, on va pouvoir créer, à partir de cette nouvelle classe, des objets qui vont être des itérateurs infinis. On vient instancier notre classe. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de passer de paramètre n. Et on pourrait parcourir cet itérateur en utilisant la fonction globale next. On exécute le script et on obtient bien les 4 premiers éléments de la suite de Fibonacci. Alors bien sûr, lorsque on a affaire à un itérateur infini, eh bien, il va falloir plutôt éviter d'utiliser ces itérateurs dans des boucles, puisque ça va créer des boucles infinies. Une autre question que l'on pourrait se poser, et c'est sans doute la plus importante, en définitive, à quoi ça sert véritablement dans la pratique les itérateurs? Et la réponse va se trouver au niveau de la performance. Vous allez voir que lorsque on va essayer de comparer un itérable avec un itérateur, en général, les itérateurs vont être beaucoup plus performants. Alors on pourrait montrer un exemple. On va créer une liste et au niveau des éléments de cette liste, on va utiliser une rangée de nombres et on va aller jusqu'à 10 puissance 7. Donc on va avoir une liste avec un nombre très important d'éléments à l'intérieur. Et on va essayer de créer la même chose en utilisant un itérateur. On utilise la fonction globale iter et on vient passer exactement la même rangée de nombres. Et maintenant, on va aller comparer l'espace utilisé dans la mémoire à la fois par la liste et par l'itérateur. Pour ça, on va venir importer le module 6. On va venir afficher un message et on va utiliser la fonction getSizeOf qui permet de récupérer l'espace utilisé dans la mémoire et on va passer ici notre liste. Et on va faire la même chose pour l'itérateur. On exécute le script et on voit que la différence est plus que significative. L'itérateur prend beaucoup moins d'espace dans la mémoire que la liste. Et ça se comprend bien puisque lorsque on vient créer la liste, eh bien on vient stocker l'ensemble des valeurs contenues dans cette liste dans la mémoire. Alors que l'itérateur, comme il permet de récupérer une valeur à la fois sur demande, eh bien, il ne va pas stocker l'ensemble des valeurs dans la mémoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il prend beaucoup moins d'espace dans la mémoire. Et lorsque on va avoir des scénarios où on doit traiter un nombre très important de données, comme c'est le cas ici avec la rangée de nombres, eh bien, il va falloir plutôt
privilégier les itérateurs. Alors justement, dans la pratique, lorsque on va utiliser les itérateurs, bien souvent, on va s'appuyer sur le module IterTools qui va nous permettre de créer très facilement des itérateurs utilitaires. Alors on va présenter brièvement quelques itérateurs qui proviennent de ce module et on va commencer par les itérateurs infinis. On pourrait d'abord présenter les compteurs. On va pouvoir utiliser le constructeur count qui provient du module IterTools et qui devrait nous retourner un itérateur qui va être un compteur. Comme on a affaire à un itérateur, on peut utiliser la fonction next et on obtient bien 0, 1, 2, 3. On pourrait rajouter des arguments. Par exemple, on pourrait faire démarrer notre compteur à 5 et rajouter un pas de 2,5 par exemple. On exécute à nouveau et on voit que notre compteur démarre bien à 5 et à chaque fois on vient rajouter 2,5. Alors à quoi ça pourrait nous servir? Par exemple, imaginez que on ait une liste de températures. On pourrait vouloir associer ces températures à des jours de la semaine. Alors pour ça, on va utiliser le constructeur zip qui va nous permettre de créer des paires. Et en premier paramètre, on va utiliser un compteur. On va démarrer à 1. Et en deuxième paramètre, on va passer la liste de températures. Comme on utilise le constructeur zip ici, ça devrait nous retourner normalement un itérateur également. Alors on va convertir cet itérateur en une liste et comme ça on va pouvoir afficher plus facilement notre liste de températures quotidiennes. Et on obtient bien une liste avec à l'intérieur des tuples et pour chaque tuple on a le jour de la semaine et la température associée. Autres itérateurs que l'on va pouvoir utiliser à partir du module IterTool, ce sont les cycles. Alors comme précédemment, on vient chercher le constructeur et ici on pourrait renseigner par exemple une liste avec seulement 3 items à l'intérieur. On va venir créer une boucle, on va boucler sur 10 valeurs et à chaque fois on va passer à la valeur suivante dans notre cycle. On exécute le script et on voit que dans la boucle, on a toujours le même motif qui se répète, ABC. Et donc on a réussi comme ça à créer un cycle avec 3 éléments. Alors à quoi ça pourrait nous servir? On pourrait par exemple créer un switch. Ici on va utiliser un tuple avec seulement 2 éléments à l'intérieur. Et comme ça maintenant, lorsque on va utiliser la fonction next, on va pouvoir passer de on à off et de off à on. Ensuite, autre itérateur infini qui provient toujours du module IterTools, c'est l'itérateur repeat. Comme précédemment, on vient chercher le constructeur et ici on pourrait renseigner par exemple une chaîne de caractères et comme ça on va pouvoir répéter à l'infini cette chaîne de caractères. Alors notez au passage que on pourrait transformer cet itérateur infini en un itérateur fini en rajoutant un deuxième paramètre. Et dans ce cas, on va avoir un itérateur avec 3 éléments à l'intérieur. On va pouvoir l'utiliser dans une boucle, puisque
on a affaire cette fois-ci à un itérateur fini. Il n'y a pas de danger à l'utiliser dans une boucle. On exécute le script et on obtient bien 3 fois la chaîne de caractères hello. Alors à quoi ça pourrait nous servir dans la pratique? Eh bien par exemple, on pourrait créer une matrice. On va utiliser une compréhension de liste. On vient utiliser notre itérateur repeat et on va répéter 3 fois le chiffre 0. On va convertir cet itérateur en une liste et on va faire ça sur 5 rangées par exemple. Et ensuite, on va pouvoir afficher notre matrice dans le terminal. Et on obtient bien une matrice avec 3 colonnes et 5 lignes. Et à l'intérieur, on n'a que des zéros. Et donc, ça pourrait être pratique d'utiliser cette matrice pour faire des calculs d'algèbre linéaire. Notamment, ça pourrait être utile pour travailler, par exemple, avec des images. On le sait, les images, eh bien, ce sont au final des matrices avec des valeurs pour R, G et B. Il existe aussi toute une série d'itérateurs qui va être très pratique, notamment lorsque on va vouloir faire de la combinatoire. Je vais venir coller une liste de cartes et on pourrait par exemple récupérer l'ensemble des combinaisons que l'on peut faire à partir de notre liste et on va vouloir les combinaisons de 2 cartes. On va venir afficher les combinaisons dans une boucle, on exécute le script et on obtient bien l'ensemble des paires que l'on peut constituer à partir de notre liste. On pourrait faire la même chose avec les permutations. Donc avec les permutations, cette fois-ci, l'ordre des cartes va avoir une importance. On exécute le script et on voit que cette fois-ci, on obtient dame-valet par exemple, mais également valet-dame. L'ordre a une importance et on a plus de permutations que de combinaisons. Et on pourrait également utiliser le produit cartésien. On avait déjà vu d'ailleurs ce constructeur dans la vidéo sur les fonctions d'ordre. Et cette fois-ci, on va pouvoir répéter. Donc on rajoute l'argument repeat. On va pouvoir répéter la même carte. On exécute le script. Et cette fois-ci, on a encore plus d'items dans notre boucle puisque on peut répéter la même carte. Par exemple, ici, on a valet-valet. Un autre itérateur que l'on va utiliser assez régulièrement, c'est l'enchaînement. Pour l'exemple, je vais venir coller des données. Ce sont à chaque fois des listes d'utilisateurs, mais on pourrait imaginer que ces données proviennent de différents endroits, par exemple d'une base de données, d'une API externe et d'un fichier CSV. Et ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer un itérateur qui va contenir toutes ces données. Pour ça, on utilise le constructeur chain et on va pouvoir renseigner nos différentes listes. Et comme ça, on devrait récupérer un seul et unique itérateur qui va contenir tous nos utilisateurs. Et ensuite, on pourrait utiliser la fonction next. Et comme ça, on va récupérer un par un nos différents utilisateurs. Et on voit que on obtient bien les 2 premiers utilisateurs qui proviennent de la base de données, ensuite les 2 suivants qui proviennent de l'API et les 2 derniers qui proviennent du CSV.
Un autre itérateur que l'on pourrait utiliser, c'est le slicing. Pour l'exemple, on va s'appuyer sur notre fichier texte. Le fichier texte, il est composé d'abord d'un header avec la date, le titre, l'auteur et l'extrait, et ensuite on a le corps du texte. Alors ce que l'on va faire, c'est ouvrir le fichier. On va rajouter un encodage en UTF-8, puisqu'on a du texte en français avec potentiellement des accents. On rajoute un alias et on pourrait récupérer simplement le header, donc les 4 premières lignes, en utilisant iSlice. On vient passer notre fichier qui est également un itérateur et on va récupérer les 4 premières lignes. Et ensuite, on va venir boucler sur les lignes et on va les afficher dans le terminal. On poursuit avec un autre itérateur, l'itérateur compress, qui va nous permettre de créer en quelque sorte des filtres. Je vais venir coller ici 2 listes. On a une première liste avec des matières et on a également une deuxième liste avec des notes pour chaque matière. Alors ce que l'on pourrait faire, c'est créer une nouvelle liste avec à l'intérieur des booléens et on va mettre true si la note est supérieure ou égale à la moyenne et sinon on va mettre false. Pour ça, on va utiliser une compréhension. On va rajouter notre condition et on va faire ça pour toutes les notes de la liste de départ. Alors on pourrait déjà dans un premier temps afficher cette nouvelle liste et on obtient bien à chaque fois des booléens. On a bien true pour les notes qui sont au-dessus ou égales à la moyenne et autrement on a false. Et ce que l'on pourrait faire, c'est récupérer uniquement les matières qui vont être au-dessus de la moyenne. Pour ça, on utilise compress. On vient passer la liste de matières et on vient passer la liste que l'on vient de créer avec la compréhension, avec les booléens. Et on devrait récupérer comme ça uniquement les matières pour lesquelles la note est au-dessus de la moyenne. Alors justement, en parlant de filtres, on pourrait remontrer le fonctionnement classique des filtres. On va définir une fonction qui va permettre de récupérer les nombres pairs. On utilise ici l'opérateur modulo et on vient regarder si le reste de la division par 2 est égal à 0. Si c'est le cas, on retourne true. Ça veut bien dire que notre nombre est pair. Autrement, on va retourner false. Et donc, par exemple, si on souhaite filtrer une liste, on sait qu'on peut utiliser le constructeur filter. On vient passer notre fonction de filtre et en deuxième argument, on vient renseigner une liste. Et normalement, on devrait pouvoir récupérer uniquement les nombres pairs dans la boucle. Ça, c'est pour le fonctionnement normal des filtres. Mais on pourrait également utiliser un itérateur, filter false, qui, comme son nom l'indique, va récupérer cette fois-ci les valeurs qui sont false et non pas les valeurs qui sont true. Alors si on fait ça exactement avec la même liste que précédemment et la même fonction de filtre,
on devrait cette fois-ci récupérer les nombres impairs. Et c'est bien ce qui se passe ici. On va également avoir à disposition un itérateur qui va nous permettre de faire des accumulations. On pourrait passer ici une liste et on va venir stocker l'itérateur dans une variable. Ensuite, on va utiliser notre fonction next avec l'accumulateur. On exécute le script et on obtient bien la première fois 1, ensuite la deuxième fois 1 plus 2, 3, ensuite 3 plus 3, 6, ensuite 6 plus 4, 10, etc. On pourrait faire la même chose avec les produits. On va venir importer le module opérateur et on va changer notre accumulation pour ajouter un deuxième argument et on va venir utiliser cette fois-ci la multiplication. On exécute à nouveau le script. La première fois, on obtient 1, ensuite 1 fois 2, 2, ensuite 2 fois 3, 6, et ensuite 6 fois 4, 24. Et enfin, on va montrer un dernier itérateur qui va être également très pratique et qui va nous permettre de grouper des données, un peu comme on le ferait avec des langages SQL. Alors on va venir coller ici une liste de produits. Et la première chose que l'on va faire, c'est ordonner les produits par catégorie. Pour ça, on utilise la méthode sort. Et on va venir renseigner une fonction de tri. On va utiliser une fonction lambda. Et à chaque fois, on va venir récupérer simplement la catégorie. Et c'est ce qui va nous servir pour ordonner les données. Alors on pourrait afficher à nouveau la liste. Normalement, elle devrait être ordonnée. Et effectivement, on voit qu'on a d'abord les produits qui sont des vêtements et ensuite les produits qui sont électroniques. Et maintenant, on va pouvoir grouper les données. On passe d'abord la liste de produits. On va renseigner également une clé et on va passer exactement la même clé que précédemment puisque on va venir grouper les produits par catégorie. On vient stocker l'itérateur dans une variable et ensuite on pourrait utiliser l'itérateur dans une boucle. On va récupérer à chaque fois la catégorie et le groupe de produits. À chaque itération, on va récupérer la liste de produits pour la catégorie sur laquelle on est en train d'itérer. Ici, on pourrait rajouter un petit message. On va venir afficher la catégorie et également le nombre d'articles. Pour ça, on va prendre la longueur de la liste de produits et ensuite, on va venir afficher les produits pour cette catégorie. On rajoute une deuxième boucle. Et on va venir, par exemple, afficher uniquement le nom du produit. On exécute le script et on obtient bien notre première catégorie, les vêtements, avec 2 articles à l'intérieur de cette catégorie et on vient lister les 2 articles dans le deuxième niveau de boucle. Et ensuite, on fait la même chose pour la deuxième catégorie, électronique. On a 3 articles et on vient lister les 3 articles.
Donc encore une fois, un itérateur qui peut être très utile dans la pratique. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur les itérables et les itérateurs. Alors j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.